Bonjour, bienvenue sur ce troisième épisode de Gavroche Podcast. Aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter, on va dire, deux coachs de Gavroche pour nous parler un petit peu de leur métier et de ce qu'est le coaching et du type de clients qu'ils ont et comment est-ce qu'ils interagissent avec eux. Et comme on a beaucoup parlé, en fait, on a plein de choses à dire. On aura aussi une deuxième partie qui viendra un peu plus tard. Donc la première partie, ce sera plus le métier de coach et le coaching. Et sur la deuxième partie, on parlera plus un petit peu, on va dire, de santé, de bien-être et de comment faire ça au quotidien. Bonjour à vous et merci de venir sur ce troisième épisode du podcast Gavroche. Et donc aujourd'hui, moi je vous ai invité parce que je voulais qu'on parle un petit peu du côté de la profession, on va dire coach, entraîneur. Parce que la semaine dernière, les deux dernières fois, on a eu des vétérans, on a eu des novices. Et donc là, c'était de parler un petit peu de votre expérience et puis notamment un petit peu de votre relation avec les entraînés, donc la relation entraîneur-entraîné. Qu'est-ce que vous pourriez histoire de voir quelles recommandations, vous pourriez leur faire pour améliorer leur pratique, quelles sont les erreurs que vous voyez fréquemment, et en fait comment faire pour améliorer leur motivation et surtout leur volonté de rester longtemps actif, le plus longtemps possible. Donc ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, c'est de vous présenter brièvement et puis après on passera aux questions un peu plus formelles. Monsieur Martin. Audrey, on est enfin. Bien joué. Du coup, moi, c'est Audrey. Ça fait actuellement 6 ans que je suis coach et 5 ans que je suis à Gavroche. Je viens d'un sport qui est la natation. Donc, en fait, j'ai choisi le CrossFit parce que ça se rapprochait en termes d'effort physique et de conditionnement de la natation. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai choisi ce sport-là. Après, je suis aussi diététicienne nutritionniste depuis maintenant 2 ans. Et du coup, j'évolue sur les deux choses à Gavroche. D'accord, merci. Martin. Moi, ça fait 3 ans que je suis coach maintenant. J'ai passé mon diplôme en 2019. J'ai découvert le CrossFit ici en 2015, toujours en 2015. Ça. 2015, c'est devenu une vraie passion. Pareil, j'ai fait pas que 15 sports, j'ai fait plein de sports quand j'étais plus jeune, du foot, de la natation aussi. Et pareil, j'adorais me retrouver ici avec tout le monde et on se donnait tous dans un même élan d'effort. C'était super cool. Donc c'est vraiment devenu une passion. J'ai décidé de tout quitter et de devenir coach donc depuis 3 ans. Ma première question, c'est qu'est-ce qui vous a motivé en fait à devenir coach? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné vous avez dit, moi ce que je veux, c'est, on va dire, entraîner les autres, les motiver à soit faire du sport, soit à améliorer leur pratique sportive, soit je sais pas si vous avez eu l'occasion d'accompagner des gens au niveau, des choses comme ça. Donc pourquoi est-ce que vous avez choisi ce métier-là, quoi? Moi, je viens depuis que je suis toute petite, j'ai toujours fait du sport. Tous les sports que j'ai pratiqués, je les ai fait en compétition. Donc le rapport entraîneur-entraîné, je l'ai toujours eu depuis mes 2 ans et demi. Ça a commencé avec le ski et puis après c'était la natation et maintenant actuellement je suis athlète en équitation. Donc du coup, j'ai toujours aimé ce rapport entraîneur-entraîné. Le fait de pouvoir transmettre déjà une passion, mais aussi un savoir-faire. Et après, en fait, j'ai pris la passerelle de passer de athlète à coach parce que déjà il me fallait un métier quand même et qu'en France c'est dur de vivre de ses passions malheureusement. Et le CrossFit, c'est pour ça qu'actuellement moi, je m'y plais dans ce que je peux transmettre, en fait. D'accord. Et toi, Martin, parce que toi, avant, t'avais un autre métier avant Ouais. celui-là. T'en as essayé plusieurs, ce que j'ai compris. J'ai fait plein de métiers, ouais. J'ai fait plein de métiers. Et j'adorais me retrouver ici en tant qu'adhérent et je remarquais que j'avais toujours envie de donner des conseils, même si j'ai eu peur que tu me dises, ouais, j'étais le meilleur. Ah non, loin de là, t'inquiète. Non, j'ai pas cette prétention. Non, mais j'adorais quand on faisait les open ici, venir motiver les gars, les juger et tout. Ça m'a vraiment donné cette vocation de me dire, j'ai envie d'apprendre plus, d'en savoir plus, pour pouvoir peut-être transmettre les savoirs et faire évoluer les gens du bon côté. Je pense que le sport aujourd'hui, on le sait, c'est un truc c'est un truc vital, c'est un truc qui va nous permettre de vivre plus longtemps, en meilleure santé,
Donc voilà, c'était un peu ce qu'on espère. Après, c'est ce qu'on espère, mais enfin, dans l'idée, c'est pour ça qu'on le fait. Enfin, moi, en tout cas, c'est pour ça que je le fais. Donc moi, ma première question, c'est un peu comme les mèmes là qu'on voit sur Instagram entre la réalité, enfin entre ce que moi je m'imagine et la réalité. C'était quoi, je veux dire, la grosse différence que vous avez constatée entre ce que vous voyez, enfin votre vie de coach telle que vous la voyez avant d'être diplômé et avant de travailler, et le fait d'être sur le terrain une fois diplômé, donc vraiment coaché quoi. Je t'en prie. Je commence. Ah, là, faut réfléchir un peu. Vous en À la réfléchir. gestion. Je sais pas, je me faisais pas trop d'image du coaching parce que je connaissais pas du tout ce métier, donc j'avais pas d'image en tête. Après, ce que je pourrais dire, c'est que c'est pas si facile que ce qu'on voit sur les réseaux. C'est pas juste je publie des progs et je prends des ronds, c'est pas vrai. Il y a un vrai démarchage client. Et souvent à Paris, on est assez cher parce qu'on a des déplacements, donc on propose des prestations à 70, 90 euros de l'heure, donc tout le monde peut pas se le payer. Donc trouver des gens qui peuvent payer ces sommes-là, c'est pas non plus c'est pas non plus tout le monde. Donc c'est pas que genre ouais, je viens, je fais mon petit coaching et j'ai plein de clients. Non, ça marche pas vraiment comme ça. Moi, ma question, c'était plutôt, en fait, ok, ça c'est l'aspect commercial. Ouais. Et après, bon, ça tu me parles du coaching personnel. Moi, c'était plus le coaching, on va dire, en salle. C'est-à-dire que quand tu viens dans une salle, t'as pas besoin de réfléchir à remplir, on va dire, les séances. Créneaux, elles sont, C'était plus, en fait, vraiment, comme on avait commencé sur le thème de relation entraîneur-entraîné. Ouais. C'est qu'est-ce que toi, tu as constaté lorsque tu t'es retrouvé, on va dire, de l'autre côté, parce que comme tu l'as dit, t'as été adhérent. Puis là, d'un seul coup, c'est toi qui dois gérer les adhérents. Et en fait, c'était plutôt sur cette différence-là entre être adhérent, s'entraîner, puis d'un seul coup, c'est à moi de gérer, on va dire, la séance, c'est à moi de les diriger, c'est à moi de les conseiller, c'est à moi de les corriger, c'est à moi de les encourager, c'est aussi moi de temps en temps un petit peu de les engueuler quand il faut faire les choses comme il faut. C'était plutôt ce point-là, en fait. Déjà un peu de pression. Quand t'arrives, premier cours, je me souviens, premier cours, t'as 12 personnes, tu dois dire, allez, c'est moi le coach maintenant, faut envoyer, et en plus, moi, c'était assez difficile les premiers temps parce que c'était des gens que je connaissais depuis 3 ans. Donc, on avait quasiment le même niveau. Enfin, j'ai appris plus parce que j'ai fait des études pour, mais les mecs avec qui je m'entraînais, ils sont encore là, et du coup, le premier cours, ils arrivent, ils disent, ah, mais c'est toi le coach? Attends, on a commencé ensemble. Ouais, je sais. Mais du coup, j'ai pris des cours d'haltéro dans ma formation, et du coup, j'espère que j'arrive à être aujourd'hui un bon guide pour ces gens-là, même si les premiers temps, c'était plus dur pour moi parce que ils me connaissaient et ils savaient qu'on avait tous à peu près le même niveau au départ. Donc, bah moi, du coup, les départs ont été durs parce que moi, j'ai commencé à Gavroche en tant que stagiaire. Donc, je faisais aussi les cours avec les adhérents et j'aidais les autres coachs. Donc, quand je suis passée de entre guillemets adhérente stagiaire au coaching, ça a été compliqué parce que les adhérents ne me considéraient pas comme la coach. Moi, j'avais 200 noms, c'était Baby Gavroche parce que j'étais la plus jeune ou coachette. Et du coup, de passer de ce statut-là à la vraie coach, il y en a beaucoup qui ont eu du mal à se faire respecter. C'est très très dur quand on vient de stagiaire en fait. Et moi, c'est ça qui m'a le plus en fait donné envie de me faire respecter. Et aussi la deuxième chose, c'est que j'ai 2 sports dans ma vie qui sont très dur en fait physiquement, mentalement et aussi techniquement. J'ai la natation où c'est un peu marche ou crève, hein. On est parti et puis le coach, on écoute le coach, et l'équitation c'est très technique. Et ici à Gavroche, c'est ce qui a été compliqué en fait d'avoir cette parole de coach avec des gens qui, bah, pour certains oui étaient plus forts que moi. Mais ça c'est par rapport au physique, et puis c'est la vie, et puis il y aura toujours meilleur que moi, oui. Ça c'est certain, je ne dis pas le contraire. Mais après c'est leur faire accepter que nous on passe des diplômes et qu'on a des bases, qu'on apprend et qu'on a plus de connaissances qu'eux. Et ça ils ont du mal à intégrer. C'est pas parce que ils vont très bien faire je sais pas, par exemple des muscle up qui savent comment le coacher, comment le conseiller, comment passer les steps pour passer au-dessus de la barre. Et franchement moi c'est ça qui m'a
ça a été dur les premiers temps je vais parler franchement, de pas me faire respecter, d'être là. Ils avaient l'impression qu'en fait j'étais leur pote, je continuais à être l'adhérente, que j'étais avec eux en cours, et la coach, c'était pas forcément la coach. On fait du crossfit ensemble et puis on s'éclate. Ils ont eu du mal j'ai eu du mal à créer cette barrière. Donc voilà. Mais après, on apprend de ses erreurs. J'ai appris de mes erreurs, et c'est peut-être pour ça que ça fait 5 ans que je suis ici, du coup, et que je suis toujours pas virée. En fait, la réalité, c'est que souvent on entend dire, ouais, c'est pas parce qu'on est un bon athlète qu'on est forcément, un bon coach, et l'inverse. Néanmoins, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut un certain niveau de pratique. C'est-à-dire que si j'ai jamais fait de natation, je vais avoir du mal à enseigner la natation. Ensuite, beaucoup de personnes ont, en même temps, c'est ce qu'on entend souvent sur les réseaux, qu'on va t'expliquer que le travail, c'est plus important que le talent, ce genre de choses. Moi, je suis pas d'accord avec cette vision. Quand on prend des sprinters qui, à 16 ans, courent le 100 mètres en 10-50, ils sont jamais entraînés, là-dessus. Il y a des gens qui s'entraînent toute leur vie, ils feront jamais 10-50. Mais, donc, il y a la question d'autorité. Donc, cette autorité, souvent, elle va il va y avoir le physique. Donc, c'est effectivement, si on est une jeune femme, on va dire que de 21, 22 ans, on arrive, c'est difficile au début de s'imposer. Après, il y avait le côté, hier, on s'entraînait ensemble, maintenant, c'est toi qui vas me dire ce qu'on va faire, alors que hier, on était ensemble à boire des bières et à rater notre premier muscle-up. Ah non, j'ai jamais raté de muscle-up. Moi aussi. Moi, je raté voilà. Et en fait, le métier de coach, c'est pas simplement le fait de réussir à faire les choses, mais c'est aussi, on va dire, avoir un œil et savoir regarder. C'est-à-dire que premièrement, c'est de savoir quoi regarder, quand regarder, comment le regarder, et qu'une fois qu'on a vu les choses, quelle solution je vais apporter à la personne entraînée pour le faire progresser. Et c'est souvent là où beaucoup de personnes ont du mal à comprendre, c'est-à-dire que moi j'arrive à faire les muscle-up, ok, va l'apprendre à 70 personnes. Non mais c'est facile, tu fais tu fais un keeping, tu tires fort des bras, t'envoies les hanches et tu passes au-dessus. Sauf que là on a un gars qui a des épaules comme ça, qui a des pecs énormes et qui s'est jamais posé la question parce que lui il est arrivé en 5 minutes, il a appris à le faire. Donc du coup il pense que tout le monde va l'apprendre comme ça. Et à côté de ça, il y a non seulement on va dire les capacités physiques de chacun, il y a aussi le passé sportif. Quelqu'un qui a fait par exemple du vélo, il va peut-être pas avoir le haut du corps très développé comme un judoka, d'accord. Donc du coup c'est pas du tout la même chose. Et puis troisièmement, il y a aussi lorsqu'on a des gens qui ont un certain niveau, qui arrivent à le faire, mais qui le font pas bien, et donc il faut l'optimiser, c'est la capacité, on va dire, d'analyser quelle est l'erreur, qu'est-ce que je peux quelle est la cause de cette erreur-là, qu'est-ce que je vais lui apporter comme solution, donc soit une consigne pédagogique, mais après aussi des fois, c'est comment est-ce que je vais le présenter, parce qu'il y a aussi la psychologie qui va rentrer en jeu, dans le sens, il y a des personnes qui sont très, on va dire, disponibles à la critique, à la remarque, qu'elle soit négative, positive, constructive, peu importe. Et il y a des personnes qui n'acceptent pas qu'on leur fasse des critiques. Donc ça, c'est aussi une grosse difficulté à laquelle on est confronté en tant que coach. Et l'autorité dont tu parlais, c'est à force de le faire, on va apprendre à l'imposer, cette autorité, parce qu'on va apprendre aussi à parler avec différents types de personnes. Donc il y a une grosse approche, on va dire, vous l'avez dit tout à l'heure, on va dire, il y a la pratique personnelle, il y a l'expérience, il y a la passion, il y a ces choses-là. Mais après, il y a la connaissance technique des mouvements qu'on va enseigner, puis après il y a l'expérience, la psychologie, et donc ça en fait il faut le faire. C'est-à-dire que plus tu vas passer de temps à discuter avec des gens, plus tu vas passer du temps à leur proposer des solutions, et tu vas dire ça fonctionne avec lui, mais ça veut pas dire que ça va fonctionner avec un autre, et c'est pas parce que ça fonctionne pas avec lui que ça va pas fonctionner avec un autre. Et ça dépend aussi du coach. Moi, on remarque souvent avec Jimmy quand on coach les gars, on est tous les deux d'accord, on a tous les deux la même image dans squat, dans deadlift, et quand on en parle ensemble, on est très d'accord. Mais j'ai une façon d'expliquer qui est pas la sienne et vice versa. Donc la pédagogie change et il y a certaines filles qui sont plus aptes à comprendre comme moi je l'explique et quand elles sont avec Jimmy, elles sont là genre je comprends pas et inversement. Donc moi parfois j'explique un squat ou un deadlift et pour montrer que c'est mouvement et elles sont là genre attends j'ai du mal, je comprends pas et la semaine d'après je les vois, je fais ah mais c'est bon t'as eu des clics à faire et Jimmy m'a expliqué. Je fais genre ok mais c'est ce que j'avais l'impression de te l'avoir expliqué pareil mais la réception, ça va être, le discours, la façon de montrer, il y a plein de pédagogies qui vont faire que, une personne va être réceptive plus à un coach qu'à un autre. Après, il y a aussi une autre chose aussi, c'est le fait que elle va le faire 50 fois. Oui. Et la 51e fois, pour X raisons, elle va se dire,
ah, ça y est, j'ai compris ça. Et là, la consigne pédagogique qui peut être la même entre moi, genre peut être la même entre toi et Jimmy, mais ce jour-là, la personne est disponible et capable de la comprendre, je veux dire, de la comprendre. Et ça, on peut rien y faire. C'est l'exemple le plus frappant, c'est sur les double under. Oui. Parce que les double under, qu'est-ce que tu fais? C'est expliquer à une personne, tu sautes et tu tournes les poignets. Alors, on peut bien sûr, on peut travailler sur le rythme, on peut faire l'histoire du pingouin, on peut s'amuser à prendre 2 cordes et puis on s'entraîne avec les poignets à leur donner du rythme. Mais à un moment donné, c'est-à-dire que la personne, elle va le faire, et puis un jour, ouais, mais tu vois, par exemple, enfin, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais moi, genre, on m'a montré le double under en 2 minutes, en fait, j'ai essayé 2 fois, ok, j'ai compris. Alors que moi, c'est le contraire. Ouais, mais parce que moi, j'ai un sport, on a beaucoup travaillé justement sur sur le saut, comme genre le basket, le tennis, ce genre de choses, ou même l'athlétisme que j'ai fait, donc c'est avoir cette qualité de pied, et puis le fait d'être dans ce rythme-là. Et puis donc du coup, il fallait travailler, donc je veux dire avec les donc la dissociation entre le haut et le bas, on l'a déjà fait. Ouais. Parce que moi, les débuts comme toi, j'ai pas eu du tout de mal à en faire parce que je pense que c'est ça le rythme. J'ai fait de la batterie pendant des années et du coup, bah, quand on m'a dit ouais, tu sautes, tu gardes un rythme lent et t'accélères les poignets, j'étais là, bah ouais, facile. Enfin, c'était pas compliqué. Après, je me suis quand même entraîné. J'ai compris le mouvement très vite, mais au début, je l'ai passé 5 par 5, 10 par 10. Et il m'a fallu des mois d'entraînement pour arriver à faire des séries de 100, 150. C'est pas non plus, ça donné, enfin, c'est pas d'un coup comme ça, j'en ai fait 100 dès le premier jour, quoi. Mais dès le premier jour, j'avais déjà le truc. Et ça, il y en a qui vont pas l'avoir. Tu vois, toi, tu disais que c'était compliqué. Moi, j'ai mis du temps. Hein. J'ai mis énormément de temps à apprendre les débuts, enfin, à comprendre la gestuelle et le rythme qu'il fallait donner. Après, est-ce que ça vient de mes sports? Je sais pas. Est-ce que, maintenant j'y arrive, mais ouais, j'ai pas mis 2 secondes. J'arrive toujours pas. Ouais, donc du coup, c'est vrai que c'est difficile cette relation entraîneur-entraîné. C'est que voilà, si je devais répéter rapidement, c'est il faut de la pratique personnelle parce qu'il faut comprendre un petit peu la logique interne des mouvements qu'on va enseigner et puis surtout le sport qu'on va enseigner. Si on ne l'a jamais pratiqué à un certain niveau, ça va être compliqué. Deuxièmement, il faut avoir une réflexion technique, tactique et stratégique du sport. Donc là, soit on le fait tout seul, soit on fait des formations. Puis après, la formation, elle s'arrête jamais. La formation, ça fait aussi beaucoup sur le terrain. Tu le vois, moi, je le vois au début sur des mouvements d'haltéro, j'étais peut-être pas le meilleur. Et c'est à force de voir les gens faire, de dire, ah là, ok, faudrait qu'elle fasse plus comme ça, plus comme ça. Certaines personnes étaient plus à l'aise sur un mouvement d'arraché que d'épaulé. Et tu te dis, ok, donc c'est parce que, ça vient avec la pratique. Plus tu coaches de gens, plus t'es à même de corriger. En fait, le métier de coaching, c'est l'interaction avec les entraînés. Ouais, donc du coup, c'est là, c'est en travaillant avec les gens qu'on a développé notre expérience. Et comme chaque personne est un peu différente, avec un passé différent, des capacités, on va dire athlétiques, intellectuelles. Enfin, on va pas dire intellectuelles, c'est méchant, on va dire cognitives. Ouais. Mais je veux dire, mais dans le cadre du sport, c'est-à-dire la coordination, la compréhension. Moi, ça m'arrivait souvent de dire à quelqu'un, lève la jambe et il lève le bras. Ça m'a encore jamais arrivé, mais... Enfin, ou bien des choses, on lui dit, vas-y, pousse sur les jambes, mais il me dit, je comprends pas ce que tu veux dire. Ouais, voilà. Et donc, du coup, en fait, au niveau des consignes pédagogiques, on va avoir des consignes, on va dire, qui vont être orales, on va avoir des consignes qui vont être visuelles, puis on va avoir aussi des consignes où on va venir toucher, par exemple, sur un soulevé de terre, la personne ne comprend pas comment fixer son dos, on va venir appuyer entre les omoplates, il y en a certains, ça va l'aider, puis il y a des gens, on leur dit rien, on leur dit, vas-y, fais comme lui, et puis il le fait très bien, quoi. Donc, du coup, le métier de coaching, c'est la capacité de regarder, la capacité d'analyser qu'est-ce qui va pas, quelle est la cause, et après, de proposer une solution, et cette solution-là, il va falloir l'adapter pour que la personne l'entende et la comprenne. Ouais. Souvent, ça se fait pas en 2 minutes. Donc, clairement. Après, ce qui est dur aussi, c'est la capacité d'adaptation. Moi, j'ai eu énormément de mal là-dessus. Mon discours, j'ai eu du mal à l'adapter aux personnes, en fait. J'avais toujours le même discours au départ, et que ce soit une personne qui va être sensible ou une personne qui va être compétitrice ou quoi, j'avais toujours ce même discours. Je dissociais pas les deux. Donc, au départ, on me traitait un peu de militaire, que c'était trop carré, etc. Mais après, moi, pourquoi j'ai eu ce réflexe de discuter, de coacher de cette manière-là, parce que j'ai toujours été coachée comme ça. Donc en fait, j'ai refait le même schéma que moi j'ai eu en tant qu'athlète. Après, on s'adapte maintenant avec plus de 6 ans d'expérience.
on apprend à s'adapter au type de personne qu'on a en face. Ouais, après, il y a aussi une autre chose, c'est que ça, c'est aussi une erreur enfin, ça peut être une erreur, on va dire aussi au niveau des formations que moi j'ai remarqué, c'est que souvent on passe beaucoup de temps sur le côté performance de l'entraînement. On va nous apprendre genre la pliométrie, le plate-nef, le lourd léger, le développement de la force, le développement de l'hypertrophie, le ceci, le cela. Donc, c'est nécessaire parce qu'il faut connaître un petit peu la méthodologie d'entraînement, c'est important. Mais on ne passe pas suffisamment en fait sur la réalité du travail qui va être en 99% du temps. En tout cas, nous, lorsqu'on est à Paris, en Ile-de-France, et qu'on a une salle commerciale comme la nôtre, en fait, nos clients, c'est pas du tout des athlètes de niveau, quoi. Et je sais qu'on a eu l'occasion d'en discuter souvent, et c'est aussi ça. C'est-à-dire que, et je sais qu'on en a discuté aussi, c'est que on n'a pas des athlètes compétiteurs. On va avoir très peu de compétiteurs. En plus, ça les intéresse pas. Eux, ils sont là pour faire leur sport, pour être en forme, mais pas, ils s'en foutent de la compète de CrossFit le dimanche. Ouais, mais non, mais c'est ça. Ils l'ont fait peut-être plus jeune et ils ont adoré ça, mais aujourd'hui, ils sont là parce que le CrossFit, ça marche. T'as 1 heure de sport. Dans ton heure, tu fais à peu près tout. T'arrives, t'as un programme, t'es coaché, et en 3 à 6 mois, selon ta régularité, t'as des progrès, t'as des résultats. Ouais, mais tu vois, il y a aussi une problématique là, qui est que les gens, quand ils disent faire du sport, ça veut tout dire et rien dire. Oui. Ça aussi, il faut le comprendre. C'est-à-dire que les gens, ils viennent te voir et ils disent, ouais, moi, je veux faire du sport. Mais t'es là, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que pour toi veut dire le sport? Et c'est là, en fait, où je voulais en venir, c'est un peu le client type. C'est-à-dire si tu peux me donner un petit peu le client type avec lequel vous travaillez, que ce soit ici, en coaching personnel ou ailleurs, en fait, avec lesquels vous travaillez. Après, peut-être que tu peux tu peux aussi nous donner un peu plus de détails par rapport à ceux qui ont envie d'être accompagnés sur le plan nutrition. Mais c'est votre enfin, voilà. Moi, mon client type, c'est le mec qui veut le moins s'entraîner possible dans la semaine et avoir le corps de Jason Statham. Mais ça, après, je leur dis, désolé les gars, c'est compliqué. Je peux m'entraîner une fois, manger des burgers, boire des bières, et non, désolé, je suis pas magicien non plus. Non, mais souvent, on minimise un peu l'entraînement. On dit, ouais, 1 à 2 fois par semaine, c'est bon. Je fais, oui, c'est toujours mieux que rien. 1 fois, c'est déjà très bien. Mais si tu veux des vrais résultats en 3 mois, 4 mois, il va falloir que tu fasses un peu plus. Après, pas forcément avec moi. Mais les résultats, c'est quoi dans leur pour moi, compréhension? Moi, souvent, ce qu'on me demande, c'est être un peu plus chic. Donc, un peu perdre du ventre, s'achiner dans les vêtements, être mieux dans ses vêtements. Pour les femmes, c'est surtout ça, être se mettre mieux dans les vêtements. Pour les mecs, c'est pour l'été qu'on voit un peu, qu'on est musclé, pas forcément les abdos saillants, c'est pas ça, mais voilà, avoir un peu plus de pecs, un peu plus d'épaules, un peu moins de ventre. Et sauf qu'ils veulent pas du tout changer leurs habitudes alimentaires, souvent. Et tu vois, ça c'est compliqué. Moi, je l'explique très souvent, que ce soit ici ou à mes coachings ailleurs, c'est que les abdos apparents, c'est pas au sport, c'est dans l'assiette. Tu peux être le meilleur athlète, tu peux faire des squats à 200, tu peux faire si derrière t'as pas, et toi tu seras la première à expliquer ça, si derrière tous les week-ends tu t'envoies des burgers, tu bois 10 litres de bière, bah tu seras fort, tu seras athlétique, mais t'auras pas le six-pack, c'est pas vrai. Oui, ou alors t'as une génétique de bâtard, mais voilà, aussi, il y a la génétique aussi qui rentre en jeu, mais ça c'est un pourcentage assez minime. Mais il y a vraiment les efforts, ils sont aussi dans l'assiette. Que ouais, l'assiette est importante, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas. Après, moi, j'en ai des coachings un peu comme Martin, mais maintenant, j'ai de plus en plus de personnes qui viennent chercher du sport bien-être, en fait. Mieux vieillir, être plus en forme. Un truc tout bête, c'est pouvoir m'amuser avec mes enfants, et toi, tu es très bien placé pour le dire. Quand t'es pas en forme, alors que t'as un gosse qui a 7 ans qui peut faire des allers-retours en course pendant 1 heure, et que toi, au bout de 5 minutes, t'es comme ça, et que t'en peux plus, bah, c'est de plus en plus ces clients-là que j'ai. Et après, le mieux vieillir aussi, moi, j'ai des personnes qui vont être comme on a fait le premier podcast avec Giovanni ou Franck, des personnes qui vont être à plus de la soixantaine, et qui veulent quand même continuer. Mais non, mais la soixantaine, non. Francky, si tu nous écoutes, ou qui s'en c'est elle, c'est pas moi. J'ai rien dit, moi. Il vient, ou qui s'en rapproche, et du coup, pouvoir être actif le plus longtemps possible, quoi.
Et par rapport à ces personnes-là, justement, qui viennent chercher du sport bien-être et qui souhaitent rester le plus fonctionnel le plus longtemps possible, quelles sont les erreurs que vous voyez au quotidien? Quelles sont en fait les principales erreurs qu'ils font au niveau de leur entraînement, au niveau de leur hygiène de vie, ce genre de choses? Moi, ce que je vois beaucoup, de toute façon Martin il le dit aussi, ils ont l'impression qu'en une séance par semaine, on peut faire des miracles. En fait, ils ont du mal à comprendre que ça fonctionne pas comme ça. C'est pas parce que tu vas faire 1 heure de sport que derrière c'est free au niveau de ta vie. Ouais. Moi, je le vois en coaching. Ils sont hyper sédentaires. C'est-à-dire que ils sont très sédentaires moi, en fait. Il y a des personnes pareilles de plus de 60 que je vois 2-3 fois par semaine. Ça peut arriver plutôt 2 quand même, mais entre 2 et 3 fois par semaine, donc c'est déjà un gros rythme. Sauf que derrière, ils ont l'impression que ils ont fait leur heure de sport. Déjà, tu leur parles de CrossFit dans un premier temps, ils sont effrayés, alors que le CrossFit ça s'adapte, tout le monde peut faire du CrossFit, c'est pas fonctionnel de la vie, c'est ça, c'est pas parce que il y a le mot CrossFit que c'est ça y est, tout de suite on va soulever des grosses barres et on va ressembler aux photos mais ça les gens vraiment ça leur fait peur. Et moi j'ai fait ce métier parce que j'ai adoré ce sport, donc je vais pas vendre autre chose. Donc c'est ce que je vends. Ce que je leur dis, mais vous inquiétez pas, je vais pas vous faire soulever des charges que vous ne pouvez pas soulever. On va s'adapter et au fur et à mesure, vous allez être meilleur. Mais sauf que il faut aussi qu'ils comprennent qu'il faut aller peut-être marcher un peu plus, pas rester une fois que tu as fait tes 2 heures de sport dans ta semaine, pas rester dans ton canapé assis à rien faire en fait. Le problème, c'est que souvent on confond activité physique intense et une activité quotidienne qui peut être aussi très bonne pour la santé, quoi. C'est ça. Surtout pour ces gens-là. Moi, ce que je constate essentiellement, c'est beaucoup de personnes, c'est depuis les années 60-70, en fait, donnent la priorité, on va dire, au travail cardio, ce qu'on appelle le travail cardio. Ouais. Déjà, il faut savoir que dès que tu commences à transpirer et être essoufflé, on n'est plus du tout dans la filière aérobie, donc on fait très peu de cardio, mais ça, c'est un autre débat. Et en fait, on est tous là, faut que je cours, faut que je nage, faut que je fasse du vélo, et ils ont une aversion pour les poids, pour la musculation traditionnelle, comme les squats, les soulevés de terre, même on va dire la musculation poids de corps type gymnastique, calisthénique, aussi ce qu'on appelle les tractions, les pompes, les dips. Ils sont tous là, ah non, mais c'est pas pour moi. Mais moi, de toute façon, c'est pas ce qui m'intéresse. Et la plus grosse erreur, c'est que pendant longtemps, c'est faux, en fait, c'est pas tant plus long, mais c'est depuis les années 60, depuis, on va dire, l'apparition des maladies cardiovasculaires, en fait, on croit que le cœur, en fait, il faut le préserver, c'est ce qui est le plus important. Sauf qu'on sait que dans les années fin 19e, début 20e, les gens, en fait, ils avaient compris que la condition physique, c'était, on va dire, un tout. Et la première chose qu'on perd, c'est pas nos capacités cardiovasculaires, c'est nos muscles. Et donc, du coup, moi, c'est chaque fois qu'on vient me voir, notamment des novices, c'est non, mais moi, de toute façon, la musculation, ça m'intéresse pas. En tout cas, la méthode que nous, on propose ici, la plus grande différence avec 99%, on va dire, des méthodes qu'on peut trouver sur le marché, je vais pas les citer, mais ça soit des cours dansés et tout ça, c'est essentiellement qu'on fait de la musculation, et notamment de la musculation lourde. Alors, quand on dit lourd, c'est par rapport à ses capacités. Oui, bien sûr. Donc, lourd, par exemple, pour certains, ça va être 60 kilos, pour d'autres, ça va être 30, et d'autres, ça va être 250. Mais le côté, c'est que si moi, je suis fait pour soulever 250, il faut que en 1 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois, j'aille approcher ces 250, parce que ce que je veux, c'est préserver ma masse musculaire. Par exemple, on va prendre le cas du diabète de type 2. Voilà, j'ai Audrey qui est diététicienne, c'est quand même aujourd'hui un des plus gros fléaux qu'on a en termes de maladies de civilisation, c'est le diabète de type 2. Les muscles, ce sont les organes, en fait, qui sont les plus sensibles à l'insuline. Donc, moins on a de muscles, plus on a de chances de développer un diabète de type 2. En fait, c'est un truc de dingue, ça, ils n'arrivent pas à le comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, l'organe le plus sensible, on va dire, à l'insuline, d'accord? Parce que pour ceux qui ne savent pas, le diabète, en fait, c'est lorsqu'on commence à avoir beaucoup moins de production d'insuline. En fait, dans un premier temps, on est insulino-résistant. Et après, ça c'est le diabète de type 2. Et après, le diabète de type 1, c'est quand on arrête de produire l'insuline, parce que le pancréas, il est fatigué. Et donc, du coup, plus on a de muscles, plus on est capable de traiter le glucose, et plus on est capable de traiter, on va dire, l'insuline. Et en plus, on sait aujourd'hui qu'après un effort intense musculaire, que ce soit des sprints répétés ou des deadlifts en série de 8 ou 10, derrière, d'un seul coup, nos cellules musculaires deviennent ultra sensibles à l'insuline, et ça va permettre on va dire, de corriger ça. Et encore aujourd'hui, j'ai énormément de mal, en fait, à convaincre les gens de dire qu'on va faire de la musculation. La musculation, ça va être la base de votre entraînement. Et ça vient un peu. Moi, je le vois aux girls
quand je leur mets du squat et du deadlift, au début, comme je dis, il y a une inversion, c'est genre, ah non, moi je veux pas soulever de barre, ça m'embête, je préfère les séances bien cardio où tu nous mets du vélo et tout. Et aujourd'hui, j'ai jamais autant d'inscrites que quand il y a du deadlift, du squat, parce qu'elles ont appris le mouvement, parce qu'elles voient qu'il y a une évolution, elles sont plus fortes. Et je pense qu'il y a aussi une évolution physique. Ah, mais physiquement, Et ils sont aussi. plus toniques. Aussi. Et du coup, elles se disent, ah ouais, en fait, c'est trop bien, ces mouvements-là sont vraiment top. C'est pas que s'envoyer fort du vélo et aujourd'hui les cours de girl les plus pleins, c'est quand je fais du squat et du deadlift. Ouais, mais tu vois, regarde le temps qu'il faut pour convaincre la personne. Ouais, bah c'est allez 2-3 mois. Ah, mais 2-3 mois. Tu sais, enfin dans les salles de sport, les gens ils arrêtent, 80% des gens arrêtent au bout de 3-4 semaines. Oui. Donc c'est très très compliqué en fait. C'est-à-dire que toi déjà réussir à les garder pendant 2 ou 3 mois pour qu'elles comprennent, on va dire ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et quel est l'objectif, et surtout de voir les résultats qu'elles vont avoir en retour. Parce que moi, la plupart des adhérentes, elles vont me dire, moi, mon corps, il a vraiment, Anne, le podcast précédent, elle me l'a dit, moi, mon corps, il a vraiment j'ai vraiment commencé à perdre du poids, mon corps a vraiment commencé à changer, une fois que j'ai commencé à faire de la musculation lourde. Ouais. Voilà. Du coup, là, on a parlé un petit peu des erreurs les plus fréquemment, et puis, donc, moi, j'ai envie de dire, c'est quelles seraient, toi, tes recommandations, justement, aux gens qui, déjà, pour se mettre au sport, 2, quel type d'effort, quel type de sport faire, et 3, que faire pour, on va dire, que ça devienne une habitude de vie et qu'elle continue le plus longtemps possible, quoi. Moi, je dirais que le premier conseil que je donnerais, c'est de rester le plus actif possible. Parce qu'à partir de 30 ans, comme on a dit, la fonte musculaire se fait, mais pour tout le monde, qu'on soit sportif ou qu'on soit sédentaire, on perd tous de la masse musculaire. Et avec l'activité, on va freiner cette perte de masse musculaire. Et du coup, derrière, éviter les problèmes de dos, éviter les problèmes, c'est pas à dire, mais les problèmes de surpoids aussi, qui sont actuellement un fléau. Le surpoids commence de plus en plus tôt chez les jeunes, on en voit de plus en plus. Et les problèmes de dos avec la sédentarité des gens aussi, les problèmes de dos, les problèmes d'épaule. Nous, on voit beaucoup à Gavroche quand on fait des mouvements suspendus à la barre, mais j'ai mal à l'épaule. Qu'est-ce que tu fais comme métier ? Je suis assis toute la journée sur un bureau. Et en fait, ils n'ont pas la notion que rien que le geste du coup avec la souris peut être très traumatisant pour leur dos, pour leurs épaules, etc. Et du coup, en venant nous voir, parce qu'on est plutôt de bons conseils, on va les aider à freiner ces problèmes. Non, ça va. Tu te sens pas, toi? On va freiner ces problèmes de la vie de tous les jours qui peuvent en impacter certains. Alors, tu m'as dit quoi aussi? C'était les recommandations. Donc, tu m'as dit c'est rester actif. Pourquoi j'écoute? Rester actif, moi j'aime mieux manger aussi, peut-être. Ouais, mieux manger. Surtout toi, tu dois avoir des clients oui, mais parfois disent des choses, genre mais mieux manger, en fait, ça veut dire quoi? Mieux manger, c'est tout et rien. Ouais, c'est vrai que c'est si. Alors moi, je mange bien. Ouais. Moi aussi, je mange bien. T'inquiète. Moi, je l'ai beaucoup. Je mange bien, mais en fait, ils oublient de te dire, ouais, mais je me suis fait un apéro, j'ai fait une raclette, j'ai mangé avec ma famille dimanche, etc. Et ce que je revois, ce que je vois beaucoup, c'est l'alcool. L'alcool, ils ont l'impression que c'est comme de l'eau, que ça leur apporte pas des calories, alors à savoir quand même que l'alcool est extrêmement sucré. Donc après, ça développe aussi des maladies, ça peut développer des maladies cardiovasculaires, diabète, etc. Et c'est un peu, j'ai l'impression que c'est devenu un peu un mode de vie dans notre société, que sans l'apéro, sans les moments de convivialité, sans la bouffe, en fait on est rien. Et le sport c'est fait. Il faut moi le conseil que je donnerais, c'est qu'ils arrêtent de prendre le sport comme une dépense énergétique, et après je peux bouffer ce que je veux. Je peux faire ce que je veux, je bouffe ce que je veux parce que je m'entraîne 6 fois par semaine et que je fais du crossfit à haute intensité. Non, c'est pas du tout ça. Et on le voit beaucoup chez les sportifs de haut niveau. La plupart des blessés, si on regarde leur assiette, c'est n'importe quoi.
Mais on n'a pas encore eu cette notion de... Ça commence à venir. Moi, je prends le foot, tu vois, comme exemple, parce que c'est le sport que je connais le mieux. Quand tu vois des joueurs comme Ousmane Dembélé, qui en ce moment est en pleine forme, donc on peut en parler, qui a été blessé toute l'année dernière avec le Barça, le truc qu'on pointait chez lui, c'était son hygiène de vie. Le mec qui se couchait tard, qui mangeait mal, les mecs qui ont 36 ans, Cristiano Ronaldo, Benzema, même Milner de Liverpool, c'est des mecs qui boivent pas une goutte d'alcool, qui ont des nutritionnistes, qui ont des cuisiniers. Après, ils ont les moyens. Je demande pas aux gens de faire ça, c'est pas ça. Mais on commence quand même vraiment à avoir et ça commence vraiment à se voir aujourd'hui dans le monde du sport. On voit les athlètes qui font très attention, qui s'entraînent bien, qui mangent bien, qui ont une bonne hygiène de vie, et les autres qui, à 23 ans, sont cassés de partout, et à chaque fois qu'ils font une accélération, ils se pètent l'ischio, tu vois. Et ça, et là, ça passe aussi par là. Après, ça aussi, sur les réseaux sociaux, il faut pas prendre le conseil que je donnerais aussi, c'est les réseaux sociaux ne reflètent pas les réalités. C'est pas parce que sur les réseaux sociaux, les athlètes vont se filmer en train de manger des burgers, des pizzas entre eux, etc., qui font ça tous les jours. C'est pas comme ça que tu fais news? Je me suis trompé. Bon, allez, on arrête, on recommence. Le gars, il a rien compris. Je vais appeler le gars qui a fait ton diplôme. Voilà, on va avoir 2-3 trucs. Ouais, non, ce que les athlètes mettent sur les réseaux sociaux, ça reflète 5% de leur vie. C'est pas tout le temps comme ça. Bon, après, il y en a certains qui sont hors normes, mais il y a toujours un pourcentage dans tous les sports. Ouais, en athlée, on a Usain Bolt, en natation, on a Michael Phelps, mais ça reste un pourcentage. Après, faut pas oublier quand même, c'est qu'il y a toujours aussi la question du dopage. Oui, bien sûr. Le problème du dopage, c'est que on n'a pas le droit d'en parler, parce qu'on n'est pas sûr et tout ça. Et tout le monde sait que voilà, il y a aussi cette donnée-là qui intervient. Ouais. On ne sait pas exactement qui fait quoi, d'accord. Mais bon, là. Vous avez qu'à aller regarder sur les réseaux sociaux. Il y a un gars qui expliquait qu'il avait trouvé une méthode ancestrale où il mangeait que des abats, genre du foie. Il mangeait même des reins, des testicules. Il avait fait des poudres et tout ça. Le gars, il est énorme. Tous les spécialistes disaient, mais ça se voit qu'il n'est pas naturel. Lui, il a dit si. Ben, il s'est fait piéger. Il a avoué qu'il n'était pas naturel. Bon, il s'en fiche. Au passage, il a gagné $100 millions avec la vente de ses suppléments. Donc, on va dire, bah ouais, il était malin. Non, il était pas malin. Il a juste profité des crédules. Ça, c'est la première chose. Deuxième, en termes de crédulité, tu parlais de l'alcool tout à l'heure. Moi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai appris, parce que je discutais avec un brasseur artisanal de bière, en fait, que la plupart des bières commerciales, je ne vais pas citer de nom ici, en fait, ce sont des assemblages. Oui. C'est-à-dire que c'est de l'eau, de l'alcool à 90 dilué, des arômes, et on balance du gaz carbonique dedans. Et donc, ça s'appelle bière. Et en fait, c'est pour ça que toutes les bières qu'on va trouver dans 90%, on va dire, des pubs, qui sont les grandes bières que vous connaissez, en fait, elles sont bourrées de sucre. Et donc, du coup, boire du coca, c'est pareil. Et puis, deuxième chose, on peut en boire comme du petit lait, alors qu'une bière artisanale fermentée, on ne boit pas comme du petit lait. Et donc, ça aussi, c'est les calories liquides, dont tu disais, les gens s'en rendent pas compte. Il y a les calories liquides, ils s'en rendent pas. De toute façon, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais les gens sous-estiment. Mais vraiment, c'est de l'ordre de 3 à 4 fois, on va dire, les calories ingurgitées, et ils vont sous-estimer, ils pensent tous être hyperactifs, et en fait, ils sous-estiment, ils surestiment leur activité de 4 ou 5 fois. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe au final? Bah, si toi, tu manges énormément de calories, ou tu les bois, peu importe, et que tu fais quasiment rien parce que tu es un sédentaire, on en avait parlé la dernière fois lors du séminaire de nutrition, où on a parlé de Active Coach Potato, c'est-à-dire ces gens qui font rien de la journée, mais ils vont faire 30 minutes de marche, ils vont dire, je suis actif. Et l'autre phénomène, c'est comme si on allait à confesse. C'est-à-dire que j'ai fait n'importe quoi pendant 3 jours. Et puis lundi, je suis ici en mode, je viens dire, Mehdi, je vous salue Marie. J'essuie un petit peu, je vais suer de l'alcool. Encore une fois, t'es mieux placé que moi pour le savoir, c'est qu'on peut pas suer de l'alcool. Il n'y a qu'un seul organe qui est capable de traiter l'alcool, c'est le foie. Ouais. Donc du coup, tant que le foie, les muscles sont incapables d'utiliser l'alcool. Ils vont utiliser, l'alcool va être transformé, on va dire, pour faire simple, en sucre. Et ce sucre-là, après, il peut être utilisé par les muscles. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on est super mal pendant, on va dire, ça va dépendre du niveau de la cuite qu'on a prise, mais on va être super mal pendant 12 à 24 heures, suite, on va dire, à une forte consommation d'alcool. Donc, non seulement l'alcool, c'est des calories vides dont on n'a pas besoin. Deuxièmement, ça va nous foutre le foie en l'air. Donc, tout le système immunitaire,
la digestion, elle va pas fonctionner. 2, ça déshydrate. Et quand on dit déshydrater, c'est on va perdre tout ce qui est potassium, magnésium, vitamines et compagnie. Voilà, les trucs importants. Et en plus, aujourd'hui, on le sait, c'est que ça va perturber, on va dire, la production hormonale. Et ça va perturber le sommeil. On sait très bien que lorsqu'on dort sous alcool, c'est comme si on avait un sommeil sous sédatif, donc il est beaucoup moins réparateur. Voilà. Et donc, du coup, en fait, on a tout perdu. Donc, effectivement, les gens, ils vont faire ça parce que c'est festif. Et puis après, ils viennent ici en mode, oui, je suis venu à confesse. En fait, ouais, j'ai bu toute la semaine ou tout le week-end. Maintenant, on va aller une bonne séance de cardio et c'est reparti. C'est ça. En fait, non, ça fonctionne pas du tout comme ça. Ouais. Après, faut pas non plus être dans l'excès. Non, mais on n'est pas dans l'excès. Faut garder quand même les plaisirs de la vie, parce que sinon. Oui, bien sûr. mais pas, comme tu dis, pas en excès. C'est-à-dire que c'est pas une pinte de bière dans ta semaine qui va changer la donne. Non, mais après, tu vois. C'est, comme je dis, tous les samedis soirs, je suis au bar et je m'envoie 10 pintes. Ce que je peux faire, hein, attention, je juge personne, ça peut m'arriver de le faire. Mais j'essaye que ce soit pas toutes les semaines. Et c'est ça qui va vraiment changer sur l'année, en fait. Moi, ce que je dis souvent, c'est que l'alimentation et la vie, en fait, tout est question d'équilibre. C'est tout ce qui en excès n'est pas bon. Donc après, c'est à eux d'équilibrer leur alimentation, leur consommation. Actuellement, je vais pas leur dire non, mais t'arrêtes de boire totalement. Ouais. Si t'as des problèmes de santé, oui, là, si ton médecin t'a dit l'alcool c'est niet, ok. Mais ouais, on vit dans tout est mauvais à l'excès, même le sport, hein, faut pas. Oui, tout est mauvais à l'excès, même le sport, et je pense que, enfin, je sais pas toi, mais moi j'en fais partie de cette dérive du sport à outrance. Mais il faut. Toi, c'est que l'outrance du coup. Mais bon, chacun ses problèmes. Il faut juste avoir un rythme et d'équilibrer tout ça en fait. Mais et de nous écouter. En fait, moi, je veux pas que ce podcast-là vienne comme si on était, on va dire, comme si on était en train, on va dire, d'accuser tout le monde et de leur faire la morale. C'est pas ça le but. Mais c'est qu'on a des personnes qui viennent avec la volonté de faire du sport, avec la volonté d'améliorer, on va dire, leur santé, leur quotidien. Et il faut qu'ils prennent conscience qu'il y a ok, là, il y a pas longtemps, je crois que c'est il y a 2-3 jours, il y a un professeur Stamakis, je sais plus de quelle université, qui a publié, on va dire, un article dans lequel il expliquait que si vous faites du sport 1 minute par jour, tous les jours, mais quand il dit que le sport, ça peut être monter des marches, courir après le bus, en fait, il faut que tu sois essoufflé, que ça va réduire de 40%, on va dire, tes chances de mortalité. Ok, très bien. Et honnêtement, on le sait très bien, c'est si tu veux vraiment avoir un niveau de vie beaucoup plus actif, pas être fatigué, gagner de la masse musculaire, c'est pas avec 1 minute par jour. Non. D'accord? C'est pas avec 1 heure par semaine. Donc, à un moment donné, c'est minimum 3, 4. Moi, ce que je dis aux gens, ce qui est bien, c'est entre 3 et 5 fois par semaine. Alors, certaines semaines, ça va être 3, certaines, ça va être 5. Puis la semaine d'après, tu peux pas, tu fais 0. Puis, en fait, oui, c'est ça, sur l'année, en fait. Mais voilà, il faut arrêter de se dire, c'est lundi, mercredi, vendredi. C'est, je viens quand je peux. Après, j'ai des priorités. Par exemple, t'as des enfants, t'as un taf, des choses comme ça. Et le CrossFit ou la salle est pas forcément le seul sport. Non. C'est-à-dire que tu peux, le dimanche, c'est fermé, ou t'as pas envie de venir t'enfermer dans une salle, bah va te balader, tu vas faire ta petite heure de marche. Mais si tu viens 3 fois par semaine et que derrière tu vas, ou même s'amuser avec ses enfants. Mais tu vois, c'est difficile à faire, mais ça reste une activité physique. Et les gens, ça, ils le perçoivent pas comme tel. Ils se disent, bah non, marcher 1 heure, ça va me servir à rien. Non, ça sert. Fais-le, viens à la salle en plus, mais va te marcher ta petite heure, ta petite demi-heure même. Et de toute façon, ça sera gagné. C'est de l'activité. Ça, c'est pour revenir un petit peu à mon énumération. Donc, il y a le côté 1. Donc, nous, on s'adresse aux gens, aux personnes qui veulent vraiment avoir qui veulent vraiment intégrer le sport et l'hygiène de vie au quotidien. Donc, 1, c'est comprendre que c'est pas 5 minutes par semaine qui vont révolutionner leur condition physique. 2, il va falloir prendre, on va dire, conscience de sa nutrition. Donc, c'est-à-dire de qu'est-ce que je mange, en quelle quantité. Est-ce que j'ai vraiment une consommation d'alcool assez importante? Parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, je le vois, c'est 90% des personnes qui viennent ont une consommation importante. Ils peuvent me dire ce qu'ils veulent, mais c'est la réalité. 3, est-ce que je fais vraiment attention on va dire, à mon sommeil? Ouais, mon alimentation, l'eau, important, on s'hydrate, on dort bien, ça, Voilà, des choses toutes bêtes. Et surtout, arrêter de voir. En fait, le plus gros problème, c'est que les gens voient le sport comme une contrainte. Et donc, ils n'ont pas envie de changer. Ils n'ont pas envie de changer leurs habitudes. Ils voient ça. Et donc, par exemple, moi, c'est pour ça que moi, avec mes enfants, j'essaie de toujours avoir une activité physique, on va dire, différente.
Parce que ludique, voilà, ludique. Parce que moi, ce que je veux, c'est quand ils auront 15, 16, 17, 18 ou 40 ans, peu importe, ils voient pas l'activité physique comme une contrainte, mais comme justement plutôt que me dire, ouais, mais il faut qu'on ait le côté social dont tu parlais tout à l'heure, l'apéro. Enfin, moi, j'ai envie de te dire, non, moi, le côté social, c'est d'aller taper un foot avec mes potes. Ouais. C'est d'aller faire de la natation, d'aller faire de la randonnée, c'est peut-être aller découvrir, je sais pas moi, la voile, c'est peut-être d'aller faire l'équitation. Et en fait, t'arrives et non, pas l'équitation, quand même. Non, mais pourquoi pas? Non, mais il y a de l'escalade. Mais c'est qu'à aucun moment donné, il se dit, ah non, je peux pas parce qu'en fait, je sais qu'au bout de 3 minutes, je suis fatigué. Moi, j'ai des clientes qui aimaient pas du tout le ski, parce qu'en fait, le ski, c'était une tannée. Physiquement, elle faisait 3 mètres et puis elle était éclatée. Et elle s'entraîne, et au bout d'1 an d'entraînement, elle repart au ski, parce qu'en fait, elle y va avec son copain, et donc elle y va un petit peu, bon, j'y vais et tout. Puis là, d'un seul coup, il se dit, tiens, j'ai une condition physique, en fait, j'ai pris énormément de plaisir, parce qu'elle n'était pas fatiguée au bout d'1 heure. Ouais, bah oui. Voilà. Donc du coup, c'est à ces gens-là que moi je m'adresse. Et si vraiment vous voulez avoir un impact sur votre condition physique, sur votre santé, il faut que ce projet-là, il soit conduit comme un projet au travail. C'est-à-dire qu'il y a une audit à faire, et après il faut qu'il y ait des benchmarks qui soient respectés. C'est-à-dire c'est pas une fois par semaine, c'est pas genre, oh ben non, mais moi je bosse pas le dimanche entre 17h et 21h. Oui. Voilà. Et c'est d'être honnête avec soi-même. Et la plupart, et en fait, moi je rencontre avec les gens du quotidien. Moi, mon plus gros problème, c'est que les gens sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Et quand on leur dit, ça, ils aiment pas. Ils sont fâchés. Et surtout, c'est parce qu'on va leur montrer les choses qu'ils font pas bien. Et donc, du coup, le marketing, c'est pour ça qu'il y a plein de sociétés, on va dire, de marques, que ce soit des suppléments, de crèmes, de machin, tout ce que tu veux. Ils vont leur vendre que des choses qu'ils sont prêts à acheter parce qu'ils aiment bien le discours. Et après, ils se rendent compte que ça fonctionne pas. C'est ce que je dis toujours quand on me demande des conseils. Moi, je suis pas du tout musée, mais quand on me demande des conseils justement sur les suppléments, je dis, ah ouais, je leur dis, mais déjà, entraîne-toi bien, dors bien, hydrate-toi bien, mange bien, et après, la cerise sur le gâteau, c'est ton petit supplément après séance ou avant séance, tu fais ce que tu veux. Mais c'est vraiment le dernier truc à mettre en place. Sur la forme sans avoir le fond, ça sert à rien. Mais ça évolue de plus en plus, j'ai l'impression. Mais ça prend du temps, ça prend énormément de temps parce que c'est pas dans nos mœurs en fait. Ouais. Nous, le sport, ça a toujours été, comme on dit, c'était pas le bien-être, c'était toujours la performance, toujours tous ceux qui faisaient du sport, c'était des athlètes, et il n'y a pas eu cette notion de sport bien-être. Après, moi, c'est le discours que j'ai envie d'avoir aujourd'hui, de dire que il n'y a pas que les athlètes, il n'y a pas que le sport de performance, mais il y a aussi le bien vivre, le mieux vivre, je dirais même. Mieux vivre, mieux vieillir et être beaucoup mieux dans son corps, dans son esprit. En même temps, c'est un mal qui est assez récent, parce qu'en fait, la sédentarisation, notamment à travers la tertiarisation de l'économie, où les gens passent beaucoup de temps assis, et donc deviennent des sédentaires endurcis. En plus, là, depuis le Covid, entre justement le fait de se faire livrer, de pouvoir regarder des films depuis chez soi, les gens télétravail, les gens en fait, c'est un mal qui est assez récent. Ouais. Quand on regarde, alors c'est récent, ça fait 30-40 ans qu'on comprend que le fait d'être assis 12 heures par semaine, par jour, 14 heures par jour et de faire 1 heure de sport, avant les gens ils n'avaient pas cette problématique-là. Donc pareil, je sais que j'ai déjà dit plusieurs fois, mais si on regarde rien que la quantité de calories dépensées au quotidien pour les tâches ménagères ou bien on va dire le fait d'aller faire ses courses, en fait aujourd'hui on a moins de 1500 on va dire par jour par rapport aux années 70. Donc du coup 1500 jours fois 365, on dépasse les 550 000 calories, donc c'est monstrueux en fait l'impact de la sédentarisation. Et ça fait pas si longtemps que ça. Et après on a eu toute la problématique où dans les années 70 on nous a bassiné avec le truc, c'est cardio. Et en fait même aujourd'hui le cardio, les gens savent pas ce que c'est que le cardio. Je discute même avec des cardiologues du sport qui pensent qu'en fait, je veux dire, qui des fois comprennent pas vraiment ce que c'est que le cardio. Faut pas oublier que le cœur, c'est une pompe qui envoie de l'oxygène aux muscles, et c'est le mouvement, c'est la vie, et l'effecteur du mouvement, c'est le muscle. Donc en fait, le cardio, c'est le muscle qui doit bouger. Si t'as pas de muscle, tu peux pas bouger. Fais du deadlift à 70% ton RM, tu verras si tu fais pas du cardio. Tu sors des direttes. Ouais. En fait, le cardio, ça veut dire, dans la tête des gens, cardio, ça veut dire être essoufflé. Oui, non, mais... et même moi, ici, j'ai des gens qui me disent, moi, ce que je veux avoir un cœur en bonne santé. Mais je dis, mais t'as déjà un cœur en bonne santé. Et en fait, c'est comment est-ce qu'on mesure le fait que le cœur est en bonne santé, tout ça. En fait, non, c'est juste parce que tout le monde parle de cardio. Et deuxièmement, tout le monde dit, oh, tu parles pas faire du cardio. Mais ça fait 40 ans que, on va dire, les amis de Jane Fonda, elles font de l'aérobic, elles perdent pas de poids.
Elles ont commencé à perdre du poids une fois qu'elles ont commencé à intégrer, on va dire, la nutrition, à faire attention. Non, Et même le fondateur des concepts, disons, cardio, Kenneth Cooper, d'accord, il a écrit son bouquin Aerobics en 69, en 92, il disait, finalement, il faut faire 30% de son temps d'entraînement en musculation. C'est-à-dire que même lui, il a changé d'avis. Mais il a eu tellement d'adeptes avec eux, et puis ça donnait naissance au marathon, ça donnait je veux dire, à tout ce qui est triathlon et tout ça. Et ben, les gens, maintenant, ils sont tous là, non, cardio. Non, mais même le mec qui vous a mis sur la voie du cardio, il a dit, je me suis trompé. Il y a même un professeur français, je vais pas le citer, mais, voilà, qui explique ça très bien, un professeur de médecine qui est dans un hôpital universitaire, qui expliquait que, lui, il a fait beaucoup de cardio, il faisait attention à ça, et puis, il a eu une crise cardiaque à 60 ans. Et aujourd'hui, il va te parler qu'il faut intégrer la musculation, ce genre de choses. Donc, à un moment donné, comme on l'a dit, faut s'entraîner, il faut changer, on va dire, son hygiène de vie, et puis surtout, il faut faire des exercices qui sont, on va dire, cohérents avec les objectifs, que ce soit le bien-être, que ce soit la fonctionnalité, ou que ce soit pour être, on va dire, plus beau gosse à la plage. Ouais. Et moi, moi, si j'avais un seul message on va dire, à passer, c'est ça, c'est faites de la musculation avec des charges lourdes. Alors, lourdes, vous n'allez pas mettre 200 kilos le premier jour, mais c'est que vous allez arriver, on va vous initier au mouvement, on va s'assurer que vous l'avez compris, que vous êtes capable de le faire en sécurité, et donc le premier mois, vous allez travailler à 30, 40, 60 kilos, puis 6 mois plus tard, vous allez peut-être à 80, et puis 1 an plus tard, vous allez peut-être faire 100, 120, et puis dans 3 ans, vous allez faire 200 kilos deadlift. Nous, ici, on a plein des exemples comme ça. Et la plupart des gens, ils arrivent, ils disent, ah ben non, j'ai pas soulevé 200 kilos. Mais même si tu voulais, tu le feras pas. Bon, je me suis un peu enflammé. Comme d'hab, on coupe pas au montage. Voilà. Bon, voilà. Pour conclure, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, je pense peut-être des choses où on n'a pas vraiment parlé, ou vous voulez parler d'autre chose? Moi, je reviendrai sur notre rôle de coach pendant les séances. D'accord. Sur le fait que c'est pas parce que c'est pas parce qu'on va leur dire de baisser en charge ou de plus s'appliquer sur la technique, etc., que c'est les prendre en fait pour des débutants ou quoi. Ils ont du mal on le voit beaucoup avec les hommes. C'est pas parce que je vais mettre de la charge que je vais être plus fort. Si votre mouvement est mal fait, vous n'allez pas progresser, vous allez recruter moins de fibres musculaires, mais ça, et moi j'aimerais qu'on nous écoute un peu plus. On a passé des diplômes, on a un passif de sportif, on a de la pratique, et si on dit les choses, c'est pas forcément pour les mettre, je sais pas comment je dirais ça. Ouais. Moi après, les dévaloriser en fait. Je m'occupe que des filles, alors j'ai plutôt le problème inverse. Ouais, c'est ça. Toi, tu t'occupes beaucoup d'hommes et c'est vraiment, ils ont envie de mettre du poids, ils ont envie de soulever lourd et tout. Alors que moi, c'est l'inverse, je me bats pour leur dire, écoute, ça fait 6 mois que t'es là, là, le deadlift à 70 ou à 80, je peux largement le faire. Et elles finissent par le faire. Et elles y arrivent très bien. Et le dos est placé, elles ont pas de douleur. Ça peut arriver, une blessure. C'est la vie du sportif, tu te blesses, c'est normal. Mais aujourd'hui, moi, je fais plus le truc inverse. De dire, allez, Sheila, on met un peu plus de poids, vous pouvez largement le faire, vous en êtes capable, et elles se rendent compte que, effectivement, elles en sont capables, et elles sont encore plus contentes derrière, tu vois. Mais moi, j'ai pas ce problème-là. C'est vrai qu'on peut pas avoir, on n'a pas la même vision des choses avec Martin là-dessus, parce que moi, je l'ai beaucoup. Et on disait aussi tout à l'heure, moi, c'est le fait que aussi je suis une femme, donc dire à un homme qui va soulever 200 kilos, oui, moi, je le ferai jamais, hein, ça, c'est sûr et certain. Martin, c'est vrai ce que tu dis. C'est que les hommes, on va leur dire de descendre de 10 kilos, et les femmes, on va essayer de leur demander de monter 10 kilos. Oui. Mais ça, c'est aussi lié au fait, on va dire un peu culturellement, l'homme, il veut montrer qu'il est costaud, voilà, il est capable, et puis les femmes, elles sont là, non, mais c'est déjà la musculation, c'est pas trop je veux pas prendre une activité féminine, je veux pas trop prendre en muscle, et puis voilà, mais je suis pas capable de faire ça. Et donc, du coup, encore une fois, il y a une approche psychologique. Dans un cas, il va falloir tempérer les ardeurs de certains, et l'autre, il va falloir, on va dire, les motiver pour dire, non, franchement, t'es capable. Et après, il y a une chose que tu as dit, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, c'est le côté de la blessure. Et en fait, la blessure, il y a plusieurs types de blessures. C'est-à-dire que il y a la blessure, je sais pas, t'es tombé de la barre de traction, c'est traumatique. Voilà. Mais moi, je vois de plus en plus de blessures, en fait, qui sont la preuve que les gens sont dans un niveau de déconditionnement physique, mais vraiment très avancé. C'est-à-dire qu'on va leur demander de soulever genre un poids de 8 ou 12 kilos, et il va se bloquer le dos. Et il va te dire,
Ah non, mais voilà, je vous avais dit, moi, mon dos, il est super fragile. Alors que ici, j'ai un garçon, je lui donne des poids de 8 ou 12 kilos, il jongle avec. Et en fait, on a des personnes, en fait, qui sont tellement déconditionnées qu'ils se font des blessures, même moi, mais ça m'arrive là, mais surtout depuis le déconfinement, là. Je suis là, je suis vraiment, je regarde, je fais, ah mince, je pensais pas lui avoir demandé de faire aussi lourd que ça. Enfin, je pensais pas qu'il allait se faire mal à ce moment-là. Pareil, il faut 3 pompes. Moi, j'en ai un récemment, on lui a demandé de faire genre 3 fois 10 pompes, il m'a dit, oh non, mais c'est super dangereux votre sport, j'ai eu des tendinites. Le mec, une séance, il a fait 3 fois 10 pompes, il a eu des tendinites, en plus il les a fait sur les genoux. Il a eu, du coup, il s'est désinscrit parce qu'il a dit non, c'est trop accidentogène et tout. Et là, en fait, tu le regardes et tu dis, en fait, je t'explique, c'est grave ce qui est en train de se passer, mais c'est toi qui es en fait dans une condition qui est très très grave. T'as 25, 30 ans, t'es pas capable de faire 3 fois 10 pompes sur les genoux sans avoir une tendinite qui se réveille tout de suite. Ah ouais, c'est grave. Et effectivement, travailler trop lourd, quand travailler pas lourd, la blessure, elle peut arriver, mais c'est plus rare. C'est plus rare. Ouais, c'est plus rare. Mais travailler trop lourd, en fait, le risque, il est présent, donc c'est ça, il faut le gérer, il faut le corriger, c'est difficile de le faire entendre, surtout quand on a des gars qui veulent montrer qu'ils sont forts et qui pensent qu'ils sont indestructibles. De toute façon, ça de tout temps, ça a été un problème. Et c'est vrai que moi, je vois de plus en plus de gens qui se blessent, et sur des choses, anodines, qui paraissent très anodines, mais qui, Ah, mais c'est la preuve que les gars sont perdus en condition physique depuis le Covid et les confinements, mais et du coup, ici, on a des gens qui travaillent dans des boissons, enfin, dans des sociétés qui vendent des boissons, enfin, je vais pas citer de nom, mais ils me disent, hein, la plupart le domaine du CHR, donc c'est café, hôtellerie, restauration, en fait, ils sont à 40% au-dessus du niveau avant le Covid. Donc nous, ici, on a moins 20, moins 30% de fréquentation, et de l'autre côté, c'est plus 40%. Donc on voit bien que c'est un sujet qui est vraiment très grave, et il est urgent que les gens se reprennent en main, et puis la petite tendinite qu'ils vont développer, c'est pas grave en fait. On va la corriger, on va la renforcer, voilà. Mais aujourd'hui, la perte de motivation, elle va à une vitesse. Mais là, on l'a vu, l'hiver arrive, il fait nuit tôt, un peu moins de monde. Je le vois, au Garde, c'est un peu comme ça, il y a un peu moins de... Ah, nous, ça dépend. Nous, on est à l'arrivée des fêtes, donc du coup, on prépare Noël. On prépare les écarts déjà. C'est ça, exactement. Sauf que les écarts, ils se préparent toute l'année. C'est souvent ce que je dis, tu prépares pas, c'est pas vrai, tu prépares pas ton body summer en juin. Tu prépares en septembre. Ah bon? C'est pas en un mois que tu me mets... Si tu veux arrêter de manger. Ça marche. Bon. Je pense qu'on a fait le tour. Des principales questions. De toute façon, on pourra en parler pendant des heures, je pense. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion. Déjà, je fais un appel. S'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont envie qu'on parle de sujets qui les intéressent, n'hésitez pas à nous envoyer votre demande. Sauf l'équitation, ça en fait pas. Voilà. Si on fait l'équitation aussi. Non, mais c'est vraiment très sérieux. Si vous voulez, je sais pas, n'importe quel sujet qui peut vous intéresser sur le fitness, l'entraînement, la santé, la nutrition, n'hésitez pas à nous envoyer vos demandes. Et puis, on essaiera de mettre en place, pareil, des petites émissions comme ça, des petits podcasts pour essayer d'y répondre de manière la plus honnête possible et essayer de vous apporter des solutions. Sinon, je pense que pour aujourd'hui, c'est là. On est bien. Bon, merci à tous les deux. Merci à toi. Merci. Marcel. Et je vous dis à très bientôt pour un autre podcast.